Dévastée devant les caméras de télévision, la mère de Carme Chan, 13 ans, suppliait le ravisseur de sa fille de la libérer, saine et sauve. Le 13 avril, la ville de Melbourne, en Australie, était stupéfaite face aux terribles événements qui avaient recommencé, de 1991, et qui ne cessaient d'augmenter en turbidité. Tout indiquait qu'un ravisseur pervers avait de nouveau mis la ville en suspens, un ravisseur qui était sur le point de passer au niveau suivant. L'enlèvement de Carme chez elle et alors qu'elle s'occupait de ses petites sœurs faisait revivre à toute la communauté l'horreur qu'ils avaient traversée, en 1987, 88 et 1990. Un individu inconnu rôdait dans la nuit et surveillait les familles jusqu'à ce qu'il trouve le moment juste pour attaquer. Les enquêteurs déconcertés s'accordaient à dire que l'agresseur faisait un travail d'intelligence ardu, espionnant longtemps celui qui deviendrait le nouveau destinataire de sa perversion. Jusqu'à présent, le criminel mystérieux avait libéré toutes les petites filles après les avoir abusées. Mais Carmen n'aurait pas autant de chance. La famille Chan a vécu un an dans l'incertitude la plus complète. À Melbourne, tout le monde fermait déjà la porte à clé, et une psychose incontrôlable s'était déclenchée à cause d'un criminel dont le surnom glaçait le sang, Mr. Cruel. Mais ne nous précipitons pas. Les histoires de criminels qui rôdent dans les quartiers, choisissant les victimes les plus vulnérables, sont malheureusement plus courantes que nous le pensons. Et ils mettent en évidence un modus operandi habituel dans les registres criminels du monde entier. Mais le cas de Mr. Cruel est particulièrement effrayant du fait qu'à ce jour, il n'a ni été capturé ni identifié. Il n'y a même pas d'indice clair pour permettre de le retrouver dans un futur proche. Le mystère de Mr. Cruel traumatise tous les habitants de l'Australie depuis plus de 35 ans. Cet assassin est-il toujours en vie? Pourquoi a-t-il disparu du jour au lendemain? Qui était-il vraiment? Nous allons discuter de ce sujet et de plusieurs autres dans cette vidéo. Alors, bienvenue dans l'histoire de Monsieur Cruel. Quand les médias ont commencé à parler de l'enlèvement de Carmen Chan, la situation semblait irréelle. Il était inconcevable que pour la 4e année consécutive, un homme ait fait irruption dans une maison familiale pour soumettre une fillette. Jusqu'en 1987, Melbourne semblait être une ville calme et amicale. C'est maintenant la ville la plus peuplée d'Australie, dépassant même l'emblématique Sydney. Ces années-là, c'était une communauté unie qui semblait idéale pour élever des enfants. Quand le 22 août 1987, dans le quartier suburbain de Lower Plenty, un homme inconnu a fait irruption dans une maison à 16 km du centre. Quelque chose a commencé à se briser pour toujours. Selon les registres journalistiques de l'époque, tout avait commencé à 4 heures du matin. Quand un intrus armé d'un couteau et d'un pistolet a brisé la plus grande fenêtre d'une maison et a surpris une famille qui dormait. La première chose qu'il a faite a été d'attacher les parents par les pieds et les mains, de les enfermer dans un placard, et ensuite il est allé vers la chambre des enfants. Dans la maison vivait un petit garçon, dont certains médias ont établi l'âge à 8 ans, et sa sœur, âgée de 11 ans. Le plus jeune a été attaché au lit, et la fillette a été abusée par l'individu. Ce serait le premier d'une série de cas qui semblaient en être des copies l'un de l'autre, du moins jusqu'au dernier, où les choses se sont aggravées. Après avoir soumis la fillette, l'agresseur a ouvert le réfrigérateur, a mangé quelques restes, a pris une petite somme d'argent et est parti tranquillement en marchant par la porte principale de la maison. Pendant un certain temps, l'horrible épisode est resté sans suite. Aucune autorité ne pouvait expliquer qui était le coupable, ni pourquoi il avait choisi cette propriété pour perpétrer un acte aussi aberrant. Une vaste opération policière a été menée pour retrouver le criminel, sans succès. Personne n'a été arrêté, et à ce moment-là, il n'y avait ni preuve d'acide désoxyribonucléique, ni caméra de sécurité qui permettait de retracer l'agresseur. Un journal local de la ville, cependant, a publié le titre qui donnerait un nom à cette horreur qui commençait à peine à prendre forme. Là, ils ont baptisé le bourreau comme Mr. Cruel. Pendant longtemps, la communauté de Melbourne a prié pour que ce soit une horrible exception à leur tranquillité habituelle, mais malheureusement ce n'était pas le cas. La petite fille du journal. 16 mois après la première attaque, un autre bruit de verre brisé a interrompu le calme de la nuit. Il était 5h30 du matin à Richmond, à 19 km du cas précédent. La porte arrière de la maison de la famille Wills a cédé sous la poussée de Mille Cruel. Le sujet est entré avec un plan très clair en tête. Armé d'un couteau et d'un pistolet, il a menacé et ligoté les parents avant de s'enfuir, comme lors de sa précédente attaque dans la chambre d'enfants.
4 sœurs dormaient sur place. La plus âgée d'entre elles, Sharon Wills, 10 ans, deviendrait l'actrice involontaire de cette deuxième attaque. Sans plus d'explications, Mr. Cruel, qui selon les témoins avait le visage couvert d'un passe-montagne, a bâillonné Sharon et lui a bandé les yeux. Il l'a ensuite emmenée hors de la maison. Il faisait un deuxième pas dans sa carrière criminelle perturbante. Il n'attaquait plus les filles à l'intérieur de leur maison, mais les enlevait. La situation a alors escaladé. Lorsque la famille de Sharon a pu porter plainte à la police, le tableau était désespérant. L'agresseur avait kidnappé la petite et il n'y avait pas de traces claires de l'endroit où il aurait pu l'emmener. Ce furent 18 heures agonisantes pendant lesquelles il semblait improbable de retrouver Sharon vivante, mais le miracle s'est produit. Une femme a signalé qu'elle avait trouvé la petite fille marchant seule aux alentours du lycée Bayswater. Malgré son apparence intacte, elle avait traversé un véritable enfer. Au fur et à mesure qu'elle a pu raconter ce qu'elle avait traversé pendant ces longues heures de kidnapping, le tableau est devenu encore plus effrayant. Sharon a pu reconstruire qu'elle avait été emmenée dans une maison où elle avait passé tout le temps les yeux bandés. À un moment où son agresseur n'était pas avec elle, Sharon avait pu espionner ce qui l'entourait. Peut-être à cause de son jeune âge, elle n'a pas réussi à mesurer la gravité de ce qu'elle voyait, mais elle l'a décrit au détective. Elle était enfermée dans une pièce et Mr. Cruel l'avait laissée sur un lit à une courte distance, pointant directement vers la fille. Il y avait une caméra vidéo sur un trépied. Les analyses médicales ont confirmé que Sharon avait été sexuellement abusée pendant ces heures. Cette deuxième attaque a donné plus de notoriété au nom de Mr. Cruel. Il ne s'agissait pas seulement d'un criminel impitoyable et pervers, mais il laissait également des traces de toutes les aberrations qu'il infligeait à ses victimes. Mais la question s'est à nouveau posée. Qui était-il vraiment et, plus important encore, où était-il? Et pourquoi? Pourquoi réussissait-il à disparaître et était-il si difficile à attraper? Le cas de Sharon Wills a permis de faire une autre avancée pour mieux comprendre la psyché du criminel. Pendant ce temps, les détectives tentèrent de comprendre comment et pourquoi Mr. Cruel avait choisi cette victime pour sa deuxième attaque. Ils ont trouvé un article de journal qui avait été publié le 7 juillet 1988, 5 mois avant que le ravisseur n'entre dans leur vie. Dans le journal The Sun, une énorme photo de la famille Wills est apparue avec le titre « Mère lutte contre un incendie ». L'article en question faisait référence à une situation extrême à laquelle la famille avait été confrontée. Quand Sharon et ses sœurs s'étaient retrouvées au milieu d'un incendie à cause d'un défaut électrique dans la maison. Sur la photo, on pouvait voir la petite fille avec ses sœurs et sa mère, qui montraient une couverture brûlée par le feu. Les petits se posaient sur les lits superposés de leur chambre. Et cela, apparemment, a déclenché chez Mr. Cruel une fantaisie malsaine, une fantaisie qui, quelques jours plus tard, s'était réalisée. Les enquêteurs ont cru à ce moment-là et soutiennent encore aujourd'hui que le criminel a vu l'image dans le journal et s'est obsédé par la fillette. À partir de cet instant, dans les mois qui ont suivi, il a planifié l'enlèvement, étudié la situation et observé la maison jusqu'à mettre en œuvre son plan cauchemardesque. Cependant, comme précédemment, l'enquête n'a guère avancé depuis. Il n'y avait pas de preuves permettant d'identifier le ravisseur. On ne pouvait pas non plus savoir avec certitude où Sharon avait été emmenée. Était-ce sa maison, un lieu abandonné ou une propriété à laquelle il avait accès, utilisée uniquement pour ses agressions sexuelles? L'absence de caméras de sécurité et de témoins rendait impossible le traçage de l'itinéraire de manière concluante. Sharon avait été claire sur un point. Mr. Cruel parlait d'une voix basse et posée, et d'une manière étrange et perverse. Il était calme et gentil, selon la description de la fillette. Les détectives étaient sûrs qu'ils avaient affaire à un psychopathe dangereux. Un psychopathe qui allait attaquer à nouveau. 50 de panique. Durant l'année 1989, aucun cas n'a été rapporté, pouvant être attribué à Mr. Cruel. Et pendant un moment, les autorités ont pensé que peut-être cette horreur était arrivée à sa fin. Mais tout a changé le 3 juillet 1990 en plein jour. Il était 11h30 du matin lorsqu'un intrus a kidnappé Nicola Linas, 13 ans, de sa propre maison. Le mode opératoire de l'attaque ressemblait à celui de Sharon. Et une fois de plus, le désespoir s'est emparé de Melbourne, cette fois dans la banlieue de Canterbury. Avant de partir avec Nicolas, Milcreel a coupé les lignes téléphoniques et a volé des objets précieux de la maison. Alors que les heures désespérantes de l'enlèvement s'écoulaient, les détectives ont commencé à penser qu'ils étaient face à un voleur avec une grande expérience dans ce domaine, qui, pour une raison quelconque, avait décidé de commencer à prendre plus de risques et à laisser libre cours à ses fantasmes les plus sombres.
Il pensait également qu'il s'agissait d'un criminel avec un énorme ego, extrêmement méticuleux et avec un grand besoin de contrôler la situation. C'est pourquoi il croyait qu'il emmenait ses victimes ailleurs pour avoir un contrôle total de ce qui se passait. Alors que toutes ces spéculations remplissaient les heures d'une couverture médiatique intense, la localisation de Nicolas était un mystère désespérant. Mille Cruel ne l'a pas libéré au bout de 18 heures, comme il l'a fait avec Sharon, mais a soumis l'adolescente pendant plus de 2 jours. Après 50 heures de son enlèvement, Nicolas a été retrouvée vivante dans une sous-station électrique de Kew, un autre quartier de banlieue de la même région. Apparemment, Mille Cruel se déplaçait sans entrave dans diverses zones de Melbourne. Nicolas a raconté quelques détails de son enlèvement qui ont ajouté des pièces à ce puzzle inquiétant. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où son ravisseur l'avait emmenée, mais elle était sûre qu'elle avait entendu le bruit des avions volant bas pendant sa captivité. Les Vinct, des détectives chargés de l'enquête pendant cette période. Ils ont commencé à soupçonner que la maison de Mille Cruel, ou du moins la base d'opération pour ces crimes, pourrait se trouver à proximité de l'aéroport de Melbourne. Mais encore une fois, l'enquête après l'enlèvement de Nicolas s'est terminée par une série d'impasses. Malgré le fait que la police ait fouillé différentes zones d'intérêt et qu'il y ait même eu des perquisitions maison par maison, ils n'ont pu arriver à aucune conclusion. Monsieur Cruel restait absolument inconnu et restait caché derrière ce surnom qui semblait maintenant trop court. Jusqu'où était-il capable d'aller? Ils ignoraient ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. La prochaine étape. Il y avait un élément commun entre l'enlèvement de Nicolas Lina et son dernier terrible crime, l'école. Nicolas fréquentait une école à Melbourne, tout comme Carmen Chan, fille d'un couple d'immigrants chinois qui possédait un restaurant au centre-ville. Beaucoup croient qu'après l'enlèvement de Nicolas, M. Krell a continué à rôder autour de sa victime et a traîné aux alentours de l'école jusqu'à ce qu'il identifie sa prochaine cible, Carmen. L'enlèvement a eu lieu le 13 avril 1991 et était si similaire au précédent qu'il semble redondant de le dire. Encore une fois, il a fait irruption dans la maison armé d'un couteau et le visage couvert. Il retourna dans la chambre des enfants où se trouvait Carmen avec ses 2 petites sœurs, mais le kidnappeur l'avait déjà choisi auparavant. Les parents de Carmen étaient dans leur restaurant lorsque l'enlèvement a eu lieu, mais ils sont rentrés désespérément chez eux après avoir reçu l'appel de leur plus jeune fille qui avait été forcée de se cacher dans le placard, tandis que Mille Cruel attachait Carmen. L'affaire a immédiatement gagné en notoriété et la couverture est devenue critique envers les autorités australiennes. Comment les enlèvements de filles pouvaient-ils se succéder sans que personne ne puisse stopper le criminel? Une fois de plus, le désespoir d'une famille implorant le ravisseur de relâcher sa fille a tout submergé. Cette fois, devant les caméras, la demande si agonisante de la mère de Carmen restera à jamais gravée dans la mémoire des Australiens. Mais même cela n'ébranlerait pas ce criminel qui était sur le point de franchir une étape supplémentaire dans son terrible casier judiciaire. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'enlèvement de Carmen se distinguait des précédents pour plusieurs raisons. En fait, les autorités ont même commencé à douter si Mr. Cruel était réellement derrière l'affaire. La voiture des Chan avait été taguée à la bombe de peinture, ce qui a attiré l'attention. Elle portait divers messages disant « Asiatique, vendeur de drogue, paye et plus viendra ». Cette ligne d'enquête a conduit les détectives à explorer la possibilité que l'enlèvement de Carmen soit lié à un règlement de compte ou à une affaire irrégulière de la part de ses parents. Cependant, rien d'étrange n'a été découvert dans les finances des Chan expliquant l'enlèvement de leur fille. Alors, tous les chemins semblaient se mener à nouveau à Monsieur Cruel. Et peut-être que les graffitis sur la voiture familiale étaient une tentative de l'enlèvement pour détourner l'attention vers d'autres hypothèses. Dans le cas où Monsieur Cruel serait derrière tout cela, le sort de Carmen était incertain, mais au moins l'expérience indiquait qu'il y avait des chances de la retrouver en vie. Cette fois-ci, cependant, tout serait pire. Les semaines se sont transformées en mois, et la police ne pouvait pas découvrir où se trouvait la petite. Alors qu'on approchait de l'anniversaire de son enlèvement, le soupçon le plus dévastateur a été confirmé. Le 9 avril 1992, un homme qui se promenait avec ses chiens a découvert plusieurs douilles de balles dans un autre quartier de Melbourne, appelé Thomastown. Le promeneur effrayé a immédiatement appelé la police et en quelques minutes, les officiers ont trouvé le corps d'une adolescente dont les caractéristiques particulières correspondaient à celles de Carmen. Un examen acide désoxyribonucléique a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle et une autre confirmation macabre est arrivée. Elle avait été tuée par plusieurs balles dans la tête et déposée là. Environ 20 mois auparavant, c'est-à-dire, elle avait été kidnappée pendant 4 mois.
Qu'est-ce qui s'était passé à cette occasion? Si Mr. Cruel était vraiment derrière ce kidnapping, pourquoi avait-il franchi le pas pour devenir un meurtrier? Tout était un océan de doutes qui laissait sans voix toute la communauté de Melbourne, qui ne savait plus quelles mesures de sécurité prendre face à ce mal qui s'abattait encore et encore sur eux. Mais la terreur persisterait en Australie, car le plus alarmant concernant Mr. Cruel est qu'il n'a jamais été appréhendé. Et dans une large mesure, cela s'est produit parce que celui de Carmen semble avoir été le dernier et fatal acte. 37 ans de questions. Dans les mois suivant ce dernier cas, les questions abondaient déjà. Les enlèvements de Sharon, Nicolas et Carmen étaient-ils vraiment l'œuvre d'un même criminel ou y avait-il différents prédateurs sexuels opérant dans la région de Melbourne? Mr. Cruel a inspiré un imitateur qui a reproduit sa méthode d'enlèvement, mais en y ajoutant un homicide comme signature personnelle. Toute option semblait désespérée. La psychose était telle que la police a reçu 11 000 plaintes dans les mois suivant le crime de Carmen et 30 000 maisons ont été enregistrées. Ils ont analysé en détail le registre des délinquants sexuels et ont examiné tous les hommes ayant des antécédents de crimes de ce type qui résidaient à proximité des maisons des victimes. Mais aucun ne correspondait aux quelques indices que l'on avait sur Mr. Cruel. Bien que l'arrêt soudain des attaques suite au meurtre de Carmen ait pu signifier un soulagement pour la communauté, pour les enquêteurs, c'était une situation excessivement atypique. Il n'était pas normal qu'un criminel compulsif cesse d'opérer ainsi. Plusieurs théories existent sur ce sujet. La première était que Mr. Cruel aurait pu mourir après 1991 ou s'être suicidé après avoir tué Carmen. Cela donnerait une réponse logique à pourquoi sa disparition inattendue. Une autre option était qu'il ait déménagé. Qu'il ait décidé, se sentant trop exposé, d'abandonner Melbourne ou même l'Australie et de déplacer ses actes ailleurs. Peut-être dans des pays avec une législation plus laxiste concernant l'abus d'enfants. Pendant des années, la police locale a essayé de croiser les données avec les registres criminels d'autres villes et pays pour détecter des similitudes avec des tueurs en série de différentes régions. Et peut-être identifier le signe distinctif de M. Cruel. Mais s'il n'y a eu aucune correspondance. 73 personnes ont été arrêtées, mais relâchées par manque de preuves. Une troisième théorie suggère que le tueur avait une expérience policière. Les plus audacieux vont même jusqu'à risquer de supposer qu'il était peut-être un policier en exercice et que cela lui a permis de tenir l'enquête à distance. Cette possibilité a été renforcée en réexaminant les cas et en déterminant que Mr. Cruel nettoyait méticuleusement les maisons avant de partir, effaçait toutes ses traces et avait même baigné Sharon et Nicolas avant de les libérer. Pour effacer toute trace possible qui pourrait permettre de l'identifier. Les filles ont décrit qu'il était très méticuleux en les nettoyant. Dans un cas, il a offert des vêtements neufs à sa victime, tandis que dans l'autre, il l'a vêtue de sacs en nylon. Mais un tueur aussi pervers que celui-ci peut-il arrêter de kidnapper et de tuer du jour au lendemain? Pour les spécialistes qui ont étudié le cas, c'est une possibilité très peu logique. Le plus plausible est que Mr. Cruel continue d'opérer dans l'ombre. Peut-être qu'il ne kidnappe plus, mais qu'il est pleinement impliqué dans le marché des vidéos conditionnées, mettant en scène des enfants. L'information fournie par Sharon selon laquelle elle avait enregistré toute l'attaque a donné aux enquêteurs l'indice qu'ils avaient toujours affaire à un fétichiste qui commercialisait probablement le contenu de ses actes. Depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, l'avancée irrépressible de la technologie a également ouvert de nouvelles possibilités pour les réseaux d'exploitation sexuelle des enfants, qui trouvent des canaux de diffusion très sûrs pour rester anonymes, tant sur le Deep Web que sur des plateformes cryptées à la manière de Telegram. Personne ne peut le dire avec certitude, mais peut-être que derrière l'un de ces pseudonymes sur Internet se cache le véritable Mr. Cruel. Après tout, de nombreuses années se sont écoulées depuis ces crimes abominables, mais pas tant que ça. Oui, en se lançant dans la spéculation, il avait une vingtaine d'années lors du début de l'attaque en 1987. Aujourd'hui, en 2024, il pourrait avoir environ 57 ans. Comment attraper un criminel qui semblait déjà invisible dans les années 90 et qui dispose maintenant de beaucoup plus d'outils pour disparaître? Le mystère entourant Mr. Cruel a suscité beaucoup d'intérêt de la part des fans de True Crime, mais sans beaucoup de progrès concrets en matière d'enquête. Le dossier, qui porte son nom, reste ouvert, et bien qu'il existe quelques théories, il n'y a aucune certitude à ce jour. On croit cependant que le meurtre de Carmen ne peut s'expliquer que si la fillette a vu le visage de son ravisseur.
Pour les enquêteurs, la personnalité profondément contrôlante de Mr. Cruel aurait pu être débordée par la possibilité que sa dernière victime puisse l'identifier. Bien qu'il ne soit pas 100% sûr que les enlèvements de Sharon, Nikolai et Carmen, ainsi que l'abus survenu en 1987, aient été commis par la même personne. La police australienne privilégie cette hypothèse. De plus, ils croient que M. Cruel pourrait être derrière 12 cas similaires enregistrés à différents endroits en Australie. Dans une période allant des années 80 au début des années 90, mais comme tout dans ce mystère, cela semble tenir par des fils. Les détectives, qui enquêtent sur l'affaire depuis plus de 3 décennies, ont le sentiment d'avoir une dette envers la société. Au fur et à mesure qu'ils prennent leur retraite, ils sont tourmentés par le sentiment que Mr. Cruel a gagné la bataille. Ils sont également tourmentés par la possibilité que la réponse à tout le mystère soit juste là. Dans un détail du dossier que personne n'a su découvrir jusqu'à présent. Près de 40 ans après la dernière attaque, Melbourne se souvient. Ces femmes qui étaient petites à l'époque où Mr. Cruel était actif. Elles se rappellent de la peur qui a envahi les rues de la ville. Dans de nombreux cas, elles n'ont jamais pu le surmonter et continuent de fermer portes et fenêtres toutes les nuits. Vous souvenez-vous de ces soirées interminables où certaines des 3 filles étaient encore enlevées? Leurs parents dormaient dans leur chambre pour surveiller qu'aucun intrus ne passe par la fenêtre. C'est une peur qui persiste, parce que, au-delà de tout, personne n'écarte la possibilité latente qu'un jour Mr. Cruel attaque à nouveau,